On passe à l'exercice numéro 4 de la deuxième série de TD. Donc au niveau de cet exercice, nous avons 4 tables de routage de 4 routeurs différents, donc R1, R2, R3 et R4. Au niveau des tables de routage, nous avons 5 réseaux locaux, ainsi que autres. Si on veut, c'est tout ce qui est sortie internet. Alors, on a aussi des détails concernant les réseaux locaux, de A1 jusqu'à A5. On dit aussi qu'au niveau de ces réseaux locaux, nous avons une centaine de machines. Et nous avons ici différents types de réseaux locaux avec différentes normes de réseaux locaux. On nous donne aussi l'information concernant le MTU au niveau des différents réseaux locaux. Le MTU d'un réseau désigne la taille maximale d'un paquet autorisé à y transiter. Donc nous avons les MTU des différents réseaux locaux ici. Alors, ce qu'on nous demande au niveau de la première question, c'est de donner l'architecture de chacun des réseaux locaux en explicitant les équipements et les câblages utilisés. Ensuite, on nous demande de donner l'architecture du réseau d'interconnexion au complet. Donc, on va commencer par donner l'architecture des réseaux locaux, donc A1 jusqu'à A5. Alors, A1, on dit que c'est un réseau 10 base 5. Donc, 10 base 5, c'est une norme de réseau locaux de type Ethernet. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est ici un chiffre, ensuite base, ensuite une valeur ou bien un symbole, ça désigne une norme de réseau Ethernet. Donc on va essayer de les expliquer ici. Alors nous avons, au niveau du premier paramètre, nous avons ce qu'on appelle le débit. Donc comme pour A1 c'est 10, donc ça signifie que c'est un débit de 10 mégabits par seconde. Alors nous avons aussi comme deuxième symbole, nous avons le tronçon. Ensuite, nous avons le symbole L. Donc ça, c'est de manière générale. Alors, D exprime le débit qui est donné en mégabits par seconde. Pour le tronçon, ça désigne le type de transmission, que ce soit analogique ou bien numérique. Donc pour une transmission analogique, nous avons le mot-clé broad. Pour une transmission numérique, nous avons le symbole base. Voilà. Pour le L, ça peut prendre plusieurs valeurs. Alors, au niveau du L, si nous avons par exemple le symbole T, ça permet d'exprimer une topologie en étoile en utilisant un hub et des câbles de type paire torsadée. Donc pour T, c'est topologie en étoile, donc avec un hub ou bien un concentrateur. C'est un équipement de niveau 1, contrairement au commutateur qui est de niveau 2, donc il n'y a pas... le hub, ça permet de diffuser au niveau de tous les ports, sauf le port émetteur. Alors, donc ça c'est pour la topologie physique. Et le type de câblage, ça sera de la paire torsadée. Voilà, donc si nous avons un T ici, cela veut dire que la topologie, elle est en étoile, via un hub au centre. Et le câblage utilisé, c'est de la paire torsadée. On peut aussi avoir d'autres valeurs. Par exemple, la valeur égale à 2. Donc si on a un 2, veut dire que la topologie au niveau de ce réseau local, elle est en bus. Et le câblage, c'est un câble. Donc tout ce qui est bus, c'est un câble, ce qu'on appelle câble coaxial, mais fin. Si au niveau du L, nous avons la valeur 5, donc c'est toujours une topologie en bus. Par contre ici, le type de câblage,
ça sera un câble coaxial épais. Donc ici nous avons montré les différentes normes des réseaux locaux Ethernet. Si on revient à l'exercice, donc A1, A2, A4 et A5 sont des réseaux locaux Ethernet. Par contre, le réseau A3 c'est un réseau Token Ring. Donc Token Ring c'est une autre norme de réseaux locaux différente à Ethernet. Donc nous avons une différente technologie au niveau de la couche numéro 2, donc la couche liaison. Au niveau d'un réseau Token Ring, nous avons une topologie en anneaux. Donc pour Token Ring, donc c'est différent. Donc la topologie elle est en anneau et nous utilisons le jeton pour faire en sorte que tous les équipements puissent communiquer l'un après l'autre. Et donc nous avons en haut Ethernet, donc c'est différent. Maintenant il ne nous reste plus qu'à donner les différents schémas des différents réseaux. Alors nous allons donner certains détails d'abord. Alors pour A1, c'est un réseau 10 base 5. 10 base 5. Donc comme information nous avons un débit égal à 10 mégabits par seconde. Ce qu'on a aussi, nous avons une transmission numérique et nous avons une topologie, donc la même chose qu'ici, donc une topologie en bus. Donc quand on va dessiner le schéma de A2, nous devons dessiner un schéma avec une topologie en bus. Voilà. Donc ça c'était pour A1, on passe à A2. Alors, A2, c'est un réseau local avec la norme 10 base 2. 10 base 2. Donc, nous avons un débit égal à 10 mégabits par seconde, une transmission numérique, topologie en bus. Par contre, le câblage, c'est juste un câble coaxial, au lieu que ça soit épais, c'est un câble coaxial fin. Donc ça, c'était pour A2. Alors A3, c'est un réseau token ring. Donc on n'a pas des détails concernant le débit. On sait juste que c'est une topologie en nano. A4 maintenant. C'est un réseau sans base T. Ce qui implique un débit égal à 100 mégabits par seconde. Toujours une transmission numérique. Une topologie ici par contre en étoile. Et un câblage paire torsadé. Pour
A5 maintenant. C'est un réseau 10 base T, donc ce qui diffère c'est le débit. Donc c'est à peu près la même chose qu'au niveau du réseau A5. Voilà. Alors, on peut schématiser ces différents réseaux locaux. On va essayer de le faire. Alors, pour le réseau A1, si on veut, ça va ressembler à ça. Donc, nous avons un gros câble. Donc, attendez, A1, c'est voilà, un gros câble coaxial épais qu'on peut représenter comme ça. Voilà. Et au niveau de chaque... au niveau du câble, il y a des connecteurs qui permettent d'être reliés au réseau local en bus. Donc ici, comme ça, nous avons différents connecteurs. Et au niveau de ces connecteurs, il y aura différents équipements terminaux qui vont se brancher. Donc ici, nous avons les différents PC. Donc ça ressemble à peu près à ça. Un réseau en bus. Ici, nous avons les bouchons. Et il faut juste dire que le réseau en bus, c'est un réseau qui est abandonné de nos jours. On n'utilise plus ce type de réseau. Pourquoi? Parce qu'il crée beaucoup de collisions. Donc ça, c'est pour A1. Pour A2, c'est à peu près la même chose. Sauf que le câble, il est plus fin. Voilà, on opte pour un câble fin. Et ici, nous avons, au niveau du câble, des connecteurs où peuvent se brancher les équipements terminaux. Donc, on nous a dit aussi, au niveau de l'exercice, qu'au niveau de chaque réseau local, nous avons une centaine d'équipements. Donc, voilà pour A1 et A2. On passe à A3. Donc c'est un réseau en anneaux. Si on veut, ça ressemble à ça. Donc nous avons cet anneau-là. Et au niveau de l'anneau, nous avons différents équipements qui sont branchés. Si on veut, c'est un réseau en bus fermé. C'est ça le principe. Donc ici, c'est comme si que nous avions ces deux extrémités qui étaient collées. Donc ça fait en sorte de créer un réseau en anneaux. Ici, nous avons les différents équipements, etc. Et au niveau de chaque équipement, il y a un jeton qui circule au niveau du réseau. Donc l'équipement qui a le jeton, c'est l'équipement qui a le privilège de communiquer. Donc c'est le seul qui peut communiquer à cet instant-là. Dès qu'il termine sa communication, il passe le jeton au suivant. Donc tout dépend aussi de la politique qu'on a mis en sorte. Est-ce qu'il passe au suivant gauche ou bien au suivant droit? Voilà, donc c'est aussi un réseau qui a été abandonné. Pourquoi? Parce que c'est pas un réseau qui est optimal en termes aussi de communication. Par exemple, si on avait, comme on dit ici au niveau de l'exercice, il y a une centaine de machines, donc ce n'est pas évident d'avoir 100 équipements au niveau d'un réseau en anneau. Pourquoi? Parce que si nous avons un équipement qui communique beaucoup plus que d'autres, il devra attendre le passage de 99 jetons pour qu'il puisse faire sa deuxième communication. Il y a aussi des équipements qui ne communiquent pas trop, mais qui devront néanmoins faire l'effort de passer le jeton, etc. Et donc, on n'a pas une certaine souplesse au niveau de la communication. Donc c'est un réseau qui a aussi été abandonné. Donc tous ces réseaux-là ont été abandonnés au profit des réseaux utilisant le câblage paire torsadé. Donc en utilisant le câblage paire torsadé, nous avons un canal pour l'émission, un canal pour la réception, et donc on évite tout ce qui est collision. Alors pour le réseau A4 maintenant, c'est un réseau sans base T, donc c'est un réseau en étoile. Donc ici nous avons
le hub, qui est l'équipement central. Alors, le hub, c'est un équipement de niveau 1, au niveau de la couche physique, donc. Il reçoit la donnée sous forme d'un signal, et ce qu'il fait, c'est répercuter ce signal, le copier au niveau de tous ces ports actifs, sauf l'émetteur bien sûr. Donc ici, nous avons plusieurs sorties, donc tout dépend le nombre de ports au niveau du hub. Donc si on n'a pas beaucoup de sorties, on peut faire en sorte de mettre un second hub en cascade, etc., un troisième, etc., pour faire en sorte qu'il y ait 100 équipements qui puissent être reliés entre eux. Ici, nous avons les différents équipements. Et ici, le câblage, c'est un câblage pair torsadé. Donc, il faut juste savoir que le hub a été aussi abandonné. On préfère utiliser un commutateur qu'un concentrateur. Donc, le switch, qui est un équipement de niveau 2, selon modèle TCP/IP ou bien OSI. Et grâce au switch, pas la peine de diffuser tous les paquets au niveau de toutes les interfaces allumées. On va diffuser uniquement au récepteur final. Donc, ce qui peut faire en sorte que le switch puisse envoyer le message uniquement au niveau du port concerné, c'est la gestion de ce qu'on appelle une table MAC. Voilà. On rentre pas dans les détails, mais bon. On préfère l'utilisation du commutateur que le concentrateur. Donc ça, c'est le réseau A4. Pour le A5, c'est à peu près la même chose, sauf que nous avons un débit qui diffère. Voilà, donc voilà pour les différents réseaux au niveau de l'exercice. Donc nous avons ces 5 réseaux locaux. Voilà. On passe à la prochaine question. On nous demande de donner l'architecture du réseau d'interconnexion. Pour pouvoir donner l'architecture du réseau d'interconnexion, il faut consulter le contenu des tables de routage. Donc c'est à peu près comme l'exercice numéro 2, où on nous a donné 2 tables de routage de 2 routeurs et on a pu déduire l'architecture du réseau d'interconnexion. Alors, on commence par R1. Donc, pas la peine maintenant de garder les topologies. On peut juste, par exemple, au niveau de la topologie, écrire A1, A2, etc. sans donner plus de détails. Alors, on représente d'abord le routeur. Donc ça, c'est R1. Et on commence à représenter les réseaux qui sont directement connectés à R1. Donc R1 est directement connecté à A1 uniquement. On représente le réseau A1. Donc les réseaux, ça sera des carrés. Et les routeurs, ça sera des cercles. Voilà. Et donc il y a un lien entre A1 et R1. Voilà. Pour les réseaux A2, A3, A4, A5, ce sont des réseaux distants. Et pour la sortie Internet, c'est aussi lié de manière distante. Sauf qu'on a une information concernant les routeurs voisins. Donc, A2, pour aller à A2, au niveau de R1, il faut passer par R2. Pour aller à A3, au niveau de R1, il faut passer par R2. Plutôt par R4 pour A2, R2 pour A4 et R3 pour A5. Et pour la sortie, c'est R3. Ce qui implique que R1 est directement connecté aux routeurs R2, R3 et R4. Et donc, on va dessiner les 3 autres routeurs qu'on va relier directement à R1. R2, R3 et R4. Voilà, donc il y a un lien entre ce routeur et les autres. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut
savoir. R2, R3 et R4. Donc c'est tout ce qu'on peut déduire à partir de la table de routage de R1. On passe à R2 maintenant. Alors, R2 est directement connecté au réseau A3 et A4 uniquement. Donc A3 et A4. Donc on va essayer de les représenter ici. A3 et A4. Il y a un lien direct entre R2 et A3 et entre R2 et A4. Pour le reste, ce n'est pas directement connecté, donc pour aller au réseau A1 et A2, on passe par R1. Pour aller au réseau A5 et la sortie internet, on passe par R3. Ce qui implique qu'il y a un lien entre R2 et R1 et entre R2 et R3. Donc R2 avec R1, donc on l'a déjà déduit à partir de la table de routage de R1, et entre R2 et R3, donc il y a aussi un lien. Voilà. Voilà ce qu'on peut déduire de la table de routage de R2 pour l'instant. On passe à R3. Donc il y a uniquement A5 qui est directement connecté à R3. Donc on va dessiner le réseau A5 au niveau de R3. A5. Il y a un lien entre A5 et R3. Pour les autres réseaux locaux, ils sont distants. Pour la sortie internet, elle est directement connectée à R3, donc on l'ajoute. Donc ici, on va écrire sortie internet. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme information? Pour les autres réseaux qui sont distants, on sait qu'il faut passer soit par R1 ou bien R2. Ce qui implique qu'il y a un lien entre R3 et R1 et R3 et R2. Donc R3 et R1, on l'a déjà déduit de la table de routage du routeur 1 et R2 et R3. Donc on l'a déduit de la table de routage du routeur R2. Donc c'est tout ce qu'on peut avoir comme information au niveau de la table de routage de R3. On passe à la dernière pour avoir le réseau au complet. Donc il y a A1 et A2 qui sont directement connectés à R4. On ajoute A2. Donc il y a un lien entre A2 et R4. On dit que A1 est directement connecté à R4. Et donc ce lien-là, il devrait être ici. Voilà. Et donc on supprime. Ici ce qu'on a déduit, c'était pas vraiment correct, si on veut. C'est vrai que R1 est directement relié à R4, mais non pas via un réseau point à point. Par contre, R1 et R4, ils sont liés par A1, regardez. Si on veut l'interface ici au niveau de R1 et celle de R4 à ce niveau-là, elles font partie du même réseau logique, qui est celui de A1 si on opte par exemple pour un adressage. C'est pour ça qu'on a dit que pour aller vers par exemple pour aller vers A2 au niveau de R1, on passe par R4. On va passer par ce chemin. Donc voilà ce qu'on a pu corriger si on veut. Pour les autres, ils sont distants. Et pour tous les autres, il faut passer par R1. Donc R4, il n'est relié qu'à R1
comme routeur, pas aux autres, R2 et R3. Voilà, donc il ne faut pas mettre un lien entre R4 et R3 et R4 et R2. Donc voilà pour la topologie de l'interconnexion du réseau. De manière simplifiée, on peut aussi mettre ici à la place des carrés A1, A2, A3, A4 les différentes architectures des réseaux locaux, Ethernet, donc bus, étoile, token ring pour R3, etc. Mais sinon, pour un TD, ça suffit comme réponse. Donc on garde ça. Peut-être qu'on en aura besoin au niveau des prochaines questions. Ce qu'il faut juste retenir, c'est, comme je l'ai dit au niveau de l'exercice 2, c'est d'aller étape par étape, déduire des informations au niveau des routeurs. Au niveau d'un routeur, il faut préciser les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur et relier le routeur avec les routeurs voisins, si on a cette information. Et travailler de manière, si on veut, de manière d'aller étape par étape. Donc ne pas essayer de consulter toutes les tables de routage en parallèle. Voilà. On continue. Alors, au niveau de la troisième question, on nous demande de, si on veut créer le réseau logique. Donc on a créé le réseau physique, donc tout ce qui est équipement, câblage, etc. Maintenant on va s'intéresser au réseau logique, donc tout ce qui est adressage. Donc on nous demande de proposer une adresse IP pour tout le réseau. Donc proposer une adresse réseau. Alors, quand on nous demande de proposer une adresse réseau, il faut toujours proposer une adresse optimale pour le réseau. Donc une adresse qui suffit à adresser tous les équipements du réseau. Qu'est-ce qu'on a comme information? Nous avons qu'est-ce qu'on a? On a au niveau de notre interconnexion, nous avons 5 sous-réseaux, 5 réseaux locaux, donc 5 LAN. D'après la topologie, on peut déduire tous les sous-réseaux, donc y compris les réseaux point à point. Donc on va essayer de les délimiter ici. Donc on a ce premier réseau local, ce deuxième réseau local, ce troisième, quatrième. Regardez, j'inclus les interfaces des routeurs au niveau des réseaux. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On a 3 réseaux point à point. Et donc, au total, nous avons 5 LAN et 3 réseaux point à point. Voilà. Donc on a 5 LAN et 3 réseaux point à point, ce qui implique qu'on a 8 sous-réseaux. Qu'est-ce qu'on a aussi comme information? C'est le nombre d'équipements. Alors, une centaine. Quand on dit une centaine, c'est pas exactement 100, donc ça peut aller jusqu'à, si on veut, 199. C'est ça une centaine, donc c'est un peu mal exprimé au niveau de l'exercice, donc on n'a pas quelque chose d'exact, mais bon, on peut prendre en considération ça. Donc ce n'est pas égal à 100, parce que quand on dit 120, c'est aussi une centaine. 110 aussi. Donc on peut aller jusqu'à 199, parce que si on avait 200, ce n'est plus une centaine. Une centaine d'équipements au niveau des 5 réseaux locaux. Pour les réseaux point à point, on sait qu'il y a uniquement 2 équipements qui sont les 2 interfaces des 2 routeurs. Proposer une adresse revient à délimiter le masque. Donc généralement aussi au niveau de ce type d'exercice, on propose des adresses IPv4 avec notion de classe. Donc la première chose, c'est de trouver la classe adéquate. Alors, classe D et classe E, on peut pas les prendre en considération, ce ne sont pas des adresses valides. Donc pour eux, c'est des adresses d'expérimentation. Pour D, ce sont des adresses de multidiffusion. Donc ça se joue entre une classe C, une classe B et une classe
A. On commence par la plus petite toujours pour voir si elle suffit ou pas. La classe C. Donc la classe C, c'est un masque slash 24. Ce qui implique qu'on a 8 bits pour l'IDF machine. Alors, voir si cette IDF machine suffit ou pas revient à d'abord consulter le nombre de sous-réseaux. Du moment qu'on a 8 sous-réseaux, donc si on opte pour un découpage statique, ça revient à prendre 3 bits au niveau de la partie sous-réseau. 3 bits. Donc 3 bits, ça va aller de 3,0 jusqu'à 3,1. Donc ça suffit exactement pour pouvoir adresser 8 sous-réseaux. Mais comme j'ai dit, il y a certains qui prennent en considération la règle de bonne manière qui interdit l'utilisation du premier sous-réseau avec un identifiant nul. Et donc, si on prend en considération cette règle de bonne manière, 3 bits ne serait pas suffisant. Donc, l'idéal, donc on est toujours dans la proposition d'une adresse qui puisse suffire, quelle que soit l'utilisation de la règle de bonne manière ou pas. Donc, ça serait bien d'avoir 4 bits au lieu de 3 bits. Voilà. C'est vrai qu'on a on perd un bit, mais ce n'est pas vraiment grave. Alors, maintenant on a 4 bits pour la partie sous-réseau, ce qui va impliquer que ces bits, ces 8 bits là, on va les découper. On prend 4 bits à partir de la gauche au niveau de la partie machine pour les donner à la partie sous-réseau. Il va nous rester uniquement 4 bits au niveau de la partie machine de chaque sous-réseau. Et comme au niveau de chaque sous-réseau nous avons une centaine, 4 bits ne peuvent pas suffire pour pouvoir adresser toutes les machines au niveau de tous les réseaux locaux. Et donc, on ne peut pas prendre une adresse IP de classe C, car elle ne suffit pas. On passe maintenant à la classe B. Donc classe B, c'est un masque slash 16, ce qui implique une taille d'IDF machine sur 16 bits. Pour l'IDF machine. Et ce qui implique qu'on va avoir plus de bits au niveau de la partie machine des sous-réseaux qu'une adresse de classe C. Donc on aura ça. Et ce qui nous reste, c'est 8 plus 4. Voilà, donc nous avons un IDF machine du sous-réseau sur 12 bits. Et 12 bits, ça suffit amplement pour pouvoir adresser une centaine de machines au niveau des différents réseaux locaux. Et donc, ça sera une adresse de classe B qu'il nous faut au niveau du réseau d'interconnexion. Pour une classe A, un slash 8, ça suffira, mais ça sera plus une adresse qui sera trop grande pour notre réseau, donc on aura un gaspillage. Donc il faut toujours prendre en considération une adresse qui soit optimale. Donc sans faire de gaspillage. L'essentiel c'est qu'elle suffise. Pour la B elle suffit, donc pas la peine d'aller vers une adresse de classe A par exemple. Donc ici on peut donner n'importe quelle adresse. Donc pour rappel, une adresse de classe B, donc on va donner la plage comme on l'a donné au niveau du premier exercice de la première série de TD. Donc ça va de 128.0.0.0 jusqu'à 195 normalement, point 3 fois 255, et donc on a le choix. Attendez, je pense que c'est 191. Alors ici on a le choix, on peut prendre une adresse réseau, donc on peut avoir une partie réseau qui varie de 128.0 jusqu'à 191.255. Voilà, donc on a le choix ici au niveau de l'exercice. Par exemple, on va prendre, donc vous pouvez prendre n'importe quelle adresse, c'est correct du moment qu'elle fait partie de la plage de la classe B.
on va prendre par exemple 180.20 par exemple, .0.0 slash 16. Donc voici l'adresse qu'on va proposer au niveau du réseau d'interconnexion. Donc ça c'était pour la réponse de la question numéro 3. Donc on a proposé une seule adresse IP pour tout le réseau. Donner le masque réseau, donc ça sera un slash 16 du moment que c'est une adresse de classe B. Donc ça c'était la troisième question. Quatrième. Donc c'est un slash 16 ou bien un 2 fois 255.0.0 car c'est une adresse de classe B tout simplement. Donnez alors les adresses pour chacun des réseaux locaux. Donc on va procéder au découpage. Alors, adresse IP des différents sous-réseaux. On en a 8, donc on va faire varier les bits, la partie IDF sous-réseau. Donc si on prend 4 ou bien 3 bits, donc comme j'ai dit, tout dépend si on prend en considération la règle de bonne manière, pardon. On va la prendre en considération cette fois-ci pour faire en sorte qu'on ait proposé une adresse qui soit optimale, mais si on l'utilise ou pas. Donc ici on nous demande uniquement l'adresse réseau. Donc on va juste donner l'adresse IP sous réseau en binaire et en décimale. Alors ici on a sous réseau et ici on a adresse IP du sous réseau binaire et décimale. Donc pas la peine de donner l'adresse de diffusion ainsi que la plage parce que ce n'est pas demandé. Alors le premier, ce sera par exemple A1. Donc du moment qu'on opte pour un découpage statique, pas la peine d'ordonner les réseaux par ordre décroissant. Et aussi on a le même nombre de réseaux à peu près au niveau des sous-réseaux. Aussi pourquoi on n'a pas opté pour un découpage dynamique? Parce qu'on n'a pas exactement le nombre de machines au niveau du réseau. Donc on ne peut pas prendre en considération cet ordre et on ne peut pas trouver pour chaque sous-réseau un identifiant sous-réseau et un masque variable, etc. Donc ce n'était pas évident de proposer un découpage dynamique. Généralement on propose un découpage dynamique dans le cas où on a des topologies qui sont fixes avec des nombres de machines qui sont fixes, donc comme au niveau des exercices 6, 7, 8 au niveau de la première série de TD. Alors pour A1, alors la première adresse, l'adresse du premier sous-réseau, comme on a dit, elle est toujours égale à l'adresse du réseau mère. Si on prend en considération, on va prendre en considération la règle de bonne manière, donc on aura un IDF sous-réseau positionné à 1 si on veut, donc on n'aura pas un IDF sous-réseau nul. Alors, on a 180 toujours, on peut ne pas l'écrire en binaire, la partie réseau, point 20. Ici on va écrire en binaire les 2 octets restants, donc on aura 16 bits. Donc là on a la partie réseau. Et là on a la partie IDF sous réseau. Et ici on a la partie machine. Alors si on prend en considération la règle de bonne manière, on devra obligatoirement mettre un 1 ici au niveau de l'IDF sous réseau. On ne peut pas avoir un IDF sous réseau avec tous ces bits nuls. On ne peut pas avoir ça si on prend en considération la règle de bonne manière. Et si on convertit en décimale, ça va nous donner 180.20. Donc on a ce bit là 1, 2, 4, 8, 16. Donc point 16.0. Voilà.
On continue. Donc c'est à peu près la même chose pour les deux prochains, pour tous les sous-réseaux qui suivent, du moment qu'on a un découpage statique. Alors, on passe à A2. Donc on va juste augmenter l'IDF sous réseau à 1. 1 plus 1, ça va nous donner ici 10. Et ça, c'est égal à 32 en décimale. A3, on augmente à 1, donc 10 plus 1, c'est 11. Et ça, c'est équivalent à 32 plus 16. 32 plus 16, c'est égal à 48. A4. 11 plus 1, c'est égal à 100. Et ce 1 positionné ici au niveau du 7e bit à partir de la droite, c'est égal à 64. Voilà. Pour A5 maintenant. Donc ça sera 100 plus 1, donc 101. Donc c'est 64 plus 16. 64 plus 16, c'est égal à 80. On passe aux différents réseaux point à point. Donc on a R1, attends, on va essayer de consulter la topologie. Donc on a R1, R2, R1, R3, R2, R3. Donc R1, R2. 101 plus 1, c'est égal à 110. 110, c'est équivalent à 64 plus 32. Et 64 plus 32, c'est égal à 96. R1, R3. Alors, 110 plus 1, c'est égal à 111. Donc, c'est 96 plus 16. 96 pardon, plus 16, c'est égal à 112. Voilà. Voilà. On termine avec le réseau point à point R2, R3. Donc ça sera 111 plus 1, c'est égal à 1000. Et ça, c'est équivalent à 128. Voilà. Si on veut, ici, on a encore la possibilité de créer d'autres sous-réseaux, parce qu'on a 4 bits au niveau de l'IDF sous-réseau. Si on avait pris 3 bits, on aurait eu au total 8 sous-réseaux, et on ne peut pas avoir plus. Donc on peut pas étendre notre interconnexion. Donc on ne peut pas ajouter d'autres sous-réseaux. Sinon, l'adresse qu'on a proposée, elle est optimale. C'est-à-dire qu'on peut ajouter, et on a une suffisance au niveau du nombre de machines au niveau des différents sous-réseaux, parce qu'on a 12 bits au niveau de la partie réseau. Donc voilà pour la réponse à la 5e question. Au niveau de la 6e, on nous demande de donner les adresses des sorties des routeurs, donc les adresses des différentes interfaces des routeurs si on veut. Il faut consulter la topologie de l'interconnexion. Donc au niveau de R1, nous avons 3 interfaces. Donc on a une interface qui appartient au réseau R1, R2, au réseau R1, R3 et au réseau A1. Même chose pour R2. Il a 4 interfaces. Donc une interface qui appartient au réseau R1, R2, R2, R3, A3 et A4. Pour R3, il a 3 interfaces. R1, R3, R2, R3 et A5, plus une interface de sortie, donc on ne va pas l'adresser. Toujours, on n'adresse pas le réseau externe. Donc si on veut, c'est tout ça qui est le réseau
Donc le réseau local, privé, c'est tout ça. On ne prend pas en considération la sortie. Donc ici, c'est le début du réseau public. Voilà, juste pour remarque. Pour R4, il a deux interfaces qui sont reliées au réseau A2 et A1. Donc il suffit de piocher les différentes adresses au niveau des plages. Alors on commence. Alors, sixième question, adresse IP des interfaces des 4 routeurs. On commence par R1. Alors, R1. Donc ici aussi, on n'a pas des informations concernant les noms des interfaces. Et donc, on va se contenter de dire que interface reliée aux différents réseaux. Donc, pour R1, on a dit qu'il est relié aux deux réseaux point à point et le réseau A1. Donc, on va écrire comme ça. Interface A1. Interface R1, R2. Et interface R1, R3. Pour celle-là, ça sera une adresse du réseau, du sous-réseau ici. Alors, je vous donne aujourd'hui une astuce pour pouvoir déduire les plages sans calculer les adresses de diffusion. Donc, on avait l'habitude de dire que c'est adresse réseau plus 1 jusqu'à adresse de diffusion moins 1. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce qui peut vous aider. Donc, la plage, on va l'écrire ici pour que ça puisse nous aider. Donc, la plage, donc trouver la plage. Sans calculer l'adresse IP de diffusion. Alors, comment on fait? Donc, première adresse, c'est clair. C'est adresse IP sous réseau courant plus 1. Maintenant, pour la dernière adresse, ça sera quoi? Ça sera adresse de diffusion moins 1. Alors, sauf qu'on n'a pas d'adresse de diffusion, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'adresse de diffusion d'un réseau, c'est égal à l'adresse IP du sous-réseau prochain moins 1. Et donc, ça sera adresse IP du sous-réseau, du prochain sous-réseau, moins 2. Pourquoi? Parce que quand on procède au découpage, on a toujours ça. Adresse IP du sous-réseau, par exemple, X, suivi de la plage, donc réseau plus 1 diffusion moins 1, donc suivi de l'adresse IP de diffusion du réseau X. Qu'est-ce qu'on a par la suite directement? On a l'adresse IP du sous-réseau X plus 1, suivi de la plage, etc. Qu'est-ce qu'on remarque? On a une certaine contiguïté, donc c'est contigu. Donc, il n'y a pas d'espace entre les différents sous-réseaux, il n'y a pas des adresses qui ne sont pas utilisées. Donc, après l'adresse de diffusion du premier sous-réseau, qui est la dernière adresse, donc partie machine égale à 1. Donc, quand on a une partie machine où tous les bits sont égaux à 1, si on fait un plus 1, qu'est-ce qu'on a? On aura des 1 partout plus 1, ça va nous donner des 0. Il y aura un 1 qui sera ajouté au niveau de l'IDF sous-réseau. Et donc, on tombe au niveau du prochain sous-réseau. C'est pour ça que la dernière adresse d'un sous-réseau, au niveau de la plage, ça sera égal à l'adresse du prochain sous-réseau
moins 2. Pourquoi? Parce que moins 1, ça va nous donner l'adresse de diffusion du réseau précédent. Moins 2, ça va nous donner la dernière adresse du réseau précédent. Voilà. Et donc pour ce premier sous-réseau, on peut la calculer directement via cette astuce. Donc ça sera, on va juste écrire les deux derniers octets. Donc 16 plus 1. Bien, on va tout écrire. Voilà. Point, pardon. Jusqu'à 180.20. Point 32. Point 0 moins 2. Donc 32.0 moins 1, ça va nous donner 31.255 qui est l'adresse de diffusion. Donc ça sera 31.254. Prochain sous-réseau. Donc 180.20.32.1 jusqu'à adresse du prochain réseau moins 2. Ça va nous donner 180.20.47.254. 180.20.48.1 jusqu'à 180.20.64.0 moins 2. Donc ça sera 63.254. 64 plus 1 jusqu'à 80.0 moins 2. Donc ça sera 180.20.79.254. 80.1 jusqu'à 180.1.96.0 moins 2. C'est équivalent à 95.254. Car on a 95.255, c'est l'adresse de diffusion. 95.255 plus 1, ça nous donne 96.0 qui est l'adresse réseau du prochain réseau. Et donc on a une continuité. Il n'y a pas des adresses entre les différents sous-réseaux. Donc si on veut, c'est coller. Voilà. Ici, on aura 96 plus 1 jusqu'à 112.0 moins 2. Donc ça sera 180.20.111.254. Point 112.1 jusqu'à 20.128.0 moins 2. Donc 127.254. Et ici, 128.1 jusqu'à là, en bloc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'adresse IP du prochain réseau. Donc l'idée, si on veut, c'est de la calculer mentalement. Donc ça sera ici 1, 0, 0, 1. Et donc c'est 128 plus 16. C'est égal à 144. Donc 144.0 moins 2. Donc 143. 143.254. Donc voici une manière de calculer la plage sans calculer les adresses de diffusion. Donc mettre à 1 tous les bits de la partie machine, faire les conversions, etc. Donc ça serait bien de prendre en considération cette astuce, surtout en examen pour gagner du temps. Voilà. Même ce que je vous conseille aussi, c'est de vérifier votre découpage à la fin. Donc quand vous faites un découpage, vérifiez que l'adresse du prochain réseau, au niveau de votre tableau, elle est égale à l'adresse de diffusion du dernier réseau plus 1. Donc ici 31.254, directement 32.0. 63.255, 64.0. Vous voyez, il y a une continuité.
s'il y a une continuité, ça veut dire que c'est correct. Si on n'a pas de continuité, si on a un chevauchement, veut dire que le découpage qu'on a trouvé, il est faux. Voilà. Alors, on revient à l'exercice, on donne les adresses IP des interfaces des routeurs. Comme règle de bonne manière, on prend les dernières adresses au niveau des plages pour les interfaces des routeurs. Donc du moment que cette interface elle fait partie de A1, on va prendre la dernière adresse du réseau A1, qui est celle-là. Voilà, tout simplement. Pour R1, R2, c'est la même chose, ça sera la dernière adresse. R1, R3 aussi, c'est la dernière adresse. Donc ce sont des adresses slash 20. Parce qu'on a 16 plus 4. Donc 16 partie réseau plus 4 IDF sous réseau. Donc c'est un slash 20. Voilà. Ça c'était pour R1. On passe à R2. Alors, R2 il possède de 4 interfaces. Donc au niveau des réseaux locaux A3, A4 et R1, R2, R2, R3. Alors on prend ça. On va juste modifier. Alors, interface au niveau du réseau A3, au niveau du réseau A4, au niveau de R1, R2 et R2, R3. Voilà. On supprime ça. Alors, pour l'interface A3, elle fait partie du réseau A3, donc ce sera la dernière adresse de la plage au niveau de A3. Même chose pour l'interface A4, ce sera celle-là. Slash 20 pour le masque. R1, R2, ce qu'on remarque, c'est qu'on a déjà pris une adresse. Et donc, on va prendre l'adresse, l'avant-dernière adresse. Donc, 111.254 moins 1. Donc, 253, par exemple. Slash 20. Pour R2, R3, on n'a pas encore pris. Donc, ça sera celle-là. Découpage statique, donc le masque c'est le même masque pour tous les équipements, pour toutes les interfaces au niveau du réseau. Voilà, on passe à R3. R3 il possède 3 interfaces, donc 4 on ne compte pas la sortie internet. Donc 2 interfaces au niveau des réseaux locaux R1, R3, R2, R3 et au niveau une interface collée au réseau A5. On copie ça. Alors, interface A5, réseau R2, R3 et réseau R1, R3. R1 et R2, voilà. Pour A5, on pioche la dernière adresse au niveau du réseau A5. Donc celle-là. Au niveau du réseau R1, R3, on a déjà pris une adresse, c'est pour l'interface du routeur R1. Donc ça sera celle-là, moins 1. Mais qu'est-ce qu'on a là? Je pense qu'on s'est trompé. Alors R1, R2. Voilà, R1, R3. C'est trompé de plage, donc c'est celle-là. Voilà, R2. Voilà, maintenant c'est correct. Alors, pour A5, c'est bon. Pour R1, R3.
on a déjà pris, donc c'est celle-là, moins 1. Donc, point 253. R2, R3, on a aussi déjà pris, donc celle-là, ce sera celle-là, moins 1. Voilà. On termine avec R4. Alors, R4 possède uniquement deux interfaces qui sont liées au réseau respectif A1 et A2. A1 et A2. Alors pour A1, on a déjà pris une adresse pour R1, regardez. Ici, on a déjà adressé celle-là. Donc ça sera l'adresse qu'on a pris ici, moins 1, pour prendre l'avant-dernière. Donc ici. Donc 31.253. Et au niveau du réseau A2, on n'a pas encore pris d'adresse. On prend la dernière adresse qu'on a trouvée au niveau du réseau A2. Voilà, celle-là. Donc voilà pour la réponse à la 6e question qui consiste à donner les adresses IP des interfaces des 4 routeurs. Voici les adresses IP. On passe maintenant à la prochaine question. Alors, 7 et 8. Alors, au niveau des questions 7 et 8, on va s'intéresser au MTU. Alors, on nous demande de décrire les opérations effectuées sur le paquet lorsqu'une machine du réseau A4 transmet un datagramme de 1500 octets vers une autre machine du réseau A1. Donc, on a une communication qui se fait entre A4 et A1. On envoie de A4 à A1 un paquet IP ou bien un datagramme de 1500 octets. Et on nous demande de donner les opérations effectuées et le résultat de ces opérations. On consulte d'abord le schéma. Alors, il y a une communication qui se fait de A4 jusqu'à A1, ce qui implique que le paquet sera au niveau de A4, passera par le réseau R2, R1 et arrivera au réseau A1. Ou bien il peut passer par R2, R3, R3, R1, puis arriver à A1. On va prendre le chemin le plus simple, donc A4, puis on passe au niveau du réseau point A, point R1, R2, puis on arrive au réseau A1. Donc les deux réseaux ils sont distants, ils ne sont pas directement connectés. On a un paquet de 1500 octets qui doit être envoyé de A4 jusqu'à A1. Donc il faut prendre en considération ici le MTU au niveau des différents réseaux. Alors on a les MTU. Pour A1, le MTU est égal à 1000 octets. Donc MTU, comme j'ai dit, c'est la taille maximale d'un paquet autorisé à y transiter. Donc un paquet qui est égal à 1000 octets au moins au niveau du réseau, il peut passer. S'il a une taille supérieure à 1000, donc au niveau du réseau A1, on ne peut pas faire en sorte que ce paquet puisse y transiter. Et donc on fera appel à ce qu'on appelle le processus de fragmentation. Fragmentation veut dire qu'on va découper notre paquet ou bien datagramme IP en plusieurs fragments, donc plusieurs petits paquets IP, dont l'objectif est de respecter le MTU, faire en sorte que le message puisse passer. Donc si on avait par exemple ici un datagramme qui devait circuler qui est égal à 2000 octets par exemple, on est censé le diviser en deux fragments. Et ici on va voir si on a besoin de fragmenter ou pas au niveau du passage de A1 jusqu'à A4. Donc la taille du datagramme est égale à 1500 octets. Le MTU de A4 il est égal à 1500 octets. Le MTU de A1 il est égal à 1000 octets. Au niveau des réseaux point à point, il est égal à 2000 octets. Donc on va essayer de schématiser ça. Alors, donc ici on va introduire la notion de fragmentation, qu'on verra au niveau des prochains exercices en détail. Alors,
question 7. Alors, nous avons une communication qui se fait du réseau A1 jusqu'à A4. Nous devons véhiculer 1500 octets. Voilà. Alors, pour aller de A1 pardon, jusqu'à de A4 pardon, jusqu'à A1, il faudra passer par R1, R2. Donc, A4, puis R1, R2, puis A4. Alors, A1, pardon. La taille du MTU au niveau de A4, on a dit que c'est égal à 1500. La taille du MTU au niveau de R1, R2, elle est égale à 2000. Et la taille du MTU au niveau de A1, elle est égale à 1000. Et donc, on va détailler les étapes au niveau de chaque tronçon. Donc le paquet de 1500 octets va être au niveau de R4. Puis, il arrivera au niveau de R1. Il faut voir le premier routeur au niveau de la topologie. Donc, va arriver au niveau de, R2. Puis, donc quand il sera au niveau de R2, veut dire qu'il sera véhiculé au niveau du réseau R1, R2. Quand il sera au niveau de R1, veut dire qu'il sera véhiculé au niveau du réseau A1. Alors, on commence donc au niveau du réseau A4. Du moment que le MTU est égal à 1500 octets et la taille du datagramme elle est égale à 1500 octets, donc notre paquet il aura une taille égale à 1500 octets. Donc ici il n'y a aucun processus de fragmentation qui se fera. Alors, ce qu'on peut dire à propos du processus de fragmentation, c'est qu'il y aura un découpage du paquet en plusieurs fragments. Maintenant, au niveau de la fragmentation, au niveau du paquet, pour savoir est-ce que c'est un fragment ou pas, il y a certaines informations qui existent au niveau de l'entête IP qui nous permettent de le savoir. Donc ici c'est juste pour expliquer. Donc on a au niveau de l'entête, donc on verra par la suite un exercice où on traitera les différents champs de l'entête IP. Donc l'entête IP c'est un ensemble de champs qui permettent de donner plus d'informations concernant le datagramme en question. Donc entre autres les adresses IP source et destination, le TTL on l'a déjà vu, donc la durée de vie, le protocole IPv4 ou bien IPv6 qu'on verra par la suite, et on a aussi l'identifiant du paquet, IDF, identification, le champ identification. Il y a un champ, donc c'est un ensemble de bits qui permettent d'identifier de manière unique un datagramme. Chaque datagramme, donc datagramme ou bien paquet, c'est la même chose. Chaque datagramme ou bien chaque paquet a un champ identification unique. Pour les fragments d'un même paquet auront le même champ identification. Quand on trouve un champ identification égal pour deux datagrammes IP, parce que le fragment, si on veut un fragment, c'est un paquet IP. Donc il aura un en-tête et un champ de données. Si on trouve un champ identification au niveau de deux paquets IP identiques, cela va impliquer que ces deux datagrammes ou bien ces deux paquets sont deux fragments d'un même paquet IP, qu'on devra réassembler à la réception. Donc ça c'est le champ identification. Il y a aussi des flags ou bien des drapeaux qui sont mis à 1 ou bien à 0 concernant la fragmentation. Donc il y en a deux. Il y a le flag D et il y a le flag M. Pardon. Alors D pour don't fragment. Donc en français c'est ne pas
fragmenter. Alors, don't fragment, s'il est égal à 1, on va donner, attendez, alors, s'il est égal à 1, implique que le datagramme n'est pas un fragment. Donc, n'a pas été divisé. Si par contre, il est égal à 0, le datagramme est un fragment. Voilà. Le M, c'est more fragment. Encore plus de fragments, si on veut en français. Alors, s'il est égal à 1, implique que le fragment en question sera suivi d'un autre fragment. Et suivi. Donc, c'est pas le dernier. Si, en revanche, il est égal à 0, donc, veut dire qu'il n'y a pas encore d'autres fragments par la suite. Donc, dernier fragment. Donc, tous les fragments d'un datagramme, ils auront au niveau du flag M le bit positionné à 1, sauf le dernier. Donc, le dernier, ça nous permet de le trouver, donc c'est le dernier. Pour les autres, si on a plusieurs, pour pouvoir les réassembler, on a un champ déplacement. Alors, ce champ, il précise la localisation du début du fragment dans le datagramme initial. Donc, c'est ce champ-là qui permet d'ordonner les différents fragments. On déduit que ce sont des fragments car ils ont le même champ d'identification. On déduit aussi que c'est des fragments suivis car il y a le champ more fragment mis à 1. Le dernier, on peut juste déduire le dernier, donc sans le champ déplacement. C'est que ça, c'est le dernier. Celui qui a le bit, le flag 1 positionné à 0. Pour les autres, on pourra les ordonner via le champ déplacement. Donc, au niveau du champ déplacement, on aura la position par rapport au datagramme initial. Et au niveau de la longueur totale du datagramme, on aura on a un champ qui est exprimé en octets. Et donc, au niveau de la fragmentation, il faut faire attention à donner des tailles de fragments multiples de 8. Donc ça, c'est un détail aussi. On le verra aussi en détail dans les prochains exercices. Alors, ça c'était pour l'explication. Donc, on va spécifier le D et le M, par exemple, au niveau des différents fragments. Donc, au niveau de A4, comme j'ai dit, du moment que la taille du message elle est égale au MTU du réseau A4, donc, on ne fragmente pas. Et si on ne fragmente pas, donc ici on va mettre les champs D et M. Voilà. Donc, le D, il sera positionné à 1, donc ce n'est pas un fragment. Et le champ M, il sera positionné à 0. Voilà. Si on veut, c'est un seul fragment qui est le dernier. Voilà. C'est pour ça que le M, il est à 0. Donc ça, c'est au niveau de A4. Alors, notre paquet, il quitte le réseau A4. Il va se retrouver au niveau du réseau R2. R2 qui est relié au réseau R1, R2. Donc on va traiter le cas où notre paquet va arriver au routeur R2. Au niveau de R2, alors, on a un paquet qui est égal à 1500 octets. Du moment que le MTU il est égal à 2000 octets, donc aussi on ne va pas fragmenter, parce que le MTU est supérieur. Donc notre paquet il aura une taille de 1500 octets, même chose. Donc le flag D sera positionné à 1 et le flag 1 sera positionné à 0.
Maintenant, notre paquet, il traverse le réseau R1, R2 sans problème, car le MTU est supérieur. Il doit arriver à A1, donc il va arriver au niveau de R1. On va traiter le cas où notre paquet est au niveau du routeur R1. Alors, au niveau de R1, donc, on a au niveau du réseau A1 un MTU qui est égal à 1000 octets, et donc 1000 octets c'est inférieur à 2000, donc à 1500. Donc le paquet de 1500 ne pourra pas passer au réseau A1, donc on doit le diviser en deux paquets. Et donc P, on va le diviser en F1 et F2. Fragment 1 et fragment 2, sachant que fragment 1 et fragment 2 constituent le paquet P. Alors, ce qu'il faut savoir aussi ici, donc quand on dit qu'on a un paquet qui est égal à 1500 octets, cela implique qu'on a donc un datagramme, c'est un en-tête IP plus un champ de données. L'en-tête IP, il est toujours sur 20 octets. Donc c'est 20 octets plus 1480 octets. Donc on suppose qu'on a 1480 octets de données et 20 octets pour l'en-tête. Du moment qu'on va former deux fragments, et du moment que les deux fragments se comportent comme des datagrammes IP indépendants, pourquoi? Parce que même au niveau du routage, ils peuvent emprunter des chemins différents par exemple, donc au niveau du réseau, on ne se rend pas compte que ce sont des fragments si on ne consulte pas les différents flags. Vous voyez donc, un fragment, ce ne sera pas la donnée qui sera transmise seule, mais la donnée qu'on va transmettre au niveau par exemple du fragment 2, on va lui ajouter si on veut un en-tête. Voilà. Donc du moment qu'on a une taille maximale de 1000 octets, donc on peut avoir un en-tête sur 20 octets plus 800 octets de données. Donc on aura un fragment égal à 1000 octets, parce qu'on a un MTU égal à 1000. Donc on peut au maximum faire traverser ce paquet avec cette taille. Et 800 c'est aussi un multiple de 8. Et donc, on aura ici le champ .fragment qui sera égal à 0. Pourquoi? Parce que le datagramme maintenant c'est un fragment. Et morefragment, on aura un 1. Parce que F1 est suivi de F2. Si on veut ici F2, M sera égal à 0. Alors, on a pu transporter 1000 octets des 1500. Ce qui nous reste, ce sont 500 octets. Donc, au niveau du deuxième fragment, donc ici on a, si on veut, 1500. Ce qui nous manque maintenant, c'est ce qui reste. Donc, on a pu transporter 820. Donc, 1500 moins 820, on va calculer. 680. Donc, il nous reste 680 octets à transporter. Ces 680, alors, on va les transporter au niveau d'un deuxième fragment. Donc, l'idée, c'est d'ajouter un en-tête à ces 680 fragments. Et comme 680 aussi, c'est un multiple de 8, donc, l'idée, c'est d'ajouter un en-tête plus les 680 restants octets. Donc ici, par exemple, si on calcule la somme totale, ça ne va pas nous donner 1500. Donc 800 plus 700 plus 20. Donc 1520 au total. Pourquoi? Parce qu'on a ajouté un en-tête. Il faut ajouter un en-tête à un datagramme. Donc on ne peut pas avoir un datagramme avec uniquement champ de données qui est véhiculé au niveau du réseau. Donc au niveau des deux datagrammes par exemple, ici des deux fragments, on a ajouté tous les champs adresse IP sur ces destinations, tous les autres champs, etc. Et donc on était obligé d'ajouter un champ en tête, un en-tête IP de 20 octets. Alors pour le champ déplacement, il est égal à 0 parce que c'est un fragment aussi. Et pour le champ morefragment, il sera égal à 0 parce que c'est le dernier fragment. Donc voilà pour ce qui se passe au niveau de R1. Et donc le paquet arrivant à 1, donc il va arriver sous forme de deux fragments.
qui seront réassemblés au niveau de la destination, donc en prenant en compte les deux champs déplacement et les champs déplacement, les deux flags D et M et le champ identification pour voir si ce sont les fragments d'un même paquet. Par exemple ici pour le champ déplacement, si on peut l'ajouter, comme j'ai dit, c'est la position de la donnée au niveau du datagramme initial. Donc ici ça sera à la position 0, donc c'est le premier paquet, et ici ça sera à la position 800, donc ça sera la 800e donnée à partir du datagramme initial. Voilà, et c'est via ces informations là, donc on va faire l'ordonnancement suivant le champ déplacement de manière croissante pour pouvoir avoir l'ensemble des fragments de manière ordonnée pour pouvoir les réassembler à la destination. Voilà. Donc ça c'était pour la question numéro 7. Donc voici tout ce qui se passe quand on veut envoyer un paquet qui est égal à 1500 octets du réseau A4 vers le réseau A1 en tenant compte des différents MTU des différents réseaux. Dernière question, donc c'est la même question sauf qu'on a une machine du réseau A4 qui transmet un datagramme de 1500 octets vers une autre machine du réseau A2. Donc on aura une communication de A4 jusqu'à A2. Question numéro 8. Voilà. Fragmentation. Alors on a un paquet en provenance du réseau A4 vers le réseau A2. On a aussi le transport d'un paquet de 1500 octets. On va vérifier au niveau de la topologie quel est le chemin que devra parcourir le paquet pour aller du réseau A4 jusqu'au réseau A2. Parce qu'ils ne sont pas directement connectés. Donc on est au niveau de A4. On devra passer par R1, R2, ensuite par par A1, ensuite par A2. Alors, on va essayer de schématiser tout ça pour pouvoir répondre à la question. Donc, aller du réseau A4 vers le réseau A2 revient à d'abord être au niveau de A4, ensuite passer par le réseau R1, R2. Voilà, ensuite, on va voir. On passe par le réseau A1, ensuite, on arrive au réseau A2. Et on va mentionner les différents MTU. Alors, au niveau de A4, nous avons un MTU égal à 1500 octets. Au niveau du réseau R1, R2, donc c'est les mêmes infos ici, donc 2000 octets. Au niveau du réseau A1, on a un MTU égal à 1000. Au niveau du réseau A2, on va consulter l'exercice. A2, nous avons un MTU égal à 500 octets. Voilà. Voici les informations qu'on a. Alors, le paquet en question il a une taille de 1500 octets. Donc, première étape, on est au niveau du réseau A4. Au niveau de A4, du moment que la taille du paquet elle est égale au MTU, donc on ne fragmente pas. On aura un paquet. Donc c'est la même chose. Si on veut même ici les champs M et D. On va même mentionner cette fois-ci le champ déplacement. Voilà. Donc, le bit don't fragment il est égal à 1 parce que ce n'est pas un fragment, c'est un datagramme qui n'a pas été fragmenté. Et more fragments, si on veut, c'est le dernier. Et le déplacement ici, c'est 0. Donc c'est le même qu'au niveau du datagramme initial. Ici, on n'a pas. Si on veut, ce champ, il veut rien dire. On ne le prend pas en considération parce que de base, le paquet en question n'est pas un fragment. Alors, il est au niveau de A4, il va sortir du réseau A4, il
va être au niveau de R2 pour aller au réseau R1, R2. Au niveau de R2, donc c'est la même chose. Du moment que le MTU du réseau R1, R2 il est égal à 1500, qui est à 2000, pardon, donc c'est supérieur au paquet, donc on ne le fragmente pas aussi. Voilà. Le champ de déplacement aussi sera égal à 0, même ici. Soit 0, soit on ne le prend pas en considération. Parce qu'il n'y a pas de fragmentation. Voilà. On va plutôt mentionner ça. Alors, il est au niveau, maintenant, il est passé au niveau du réseau R1, R2 sans être fragmenté car le MTU est supérieur. Il va passer ensuite par A1 pour pouvoir arriver à A2. Donc il sera au niveau de R1. Alors, au niveau de R1. Du moment que le MTU au niveau du réseau A1 il est égal à 1000 octets, donc il faudra fragmenter. On va fragmenter de la même manière. Parce qu'on a les mêmes données, on a la même taille du paquet. Voilà. P sera fragmenté en deux fragments, F1 et F2. Il quitte le réseau les deux fragments quittent le réseau A1 pour aller au réseau A2. Donc on sera au niveau de R4. Au niveau du réseau, au niveau du routeur R4, donc on devra aller au réseau A2. Au niveau du réseau A2, nous avons un MTU qui est égal à 500 octets seulement. Et donc, au niveau du routeur R4, on aura les deux fragments qui vont arriver. Donc on va traiter les deux fragments qui arrivent séparément. On commence par le premier. On a un fragment qui a une taille de 1000 octets. 1000 octets, on ne peut pas faire passer un paquet d'une taille de 1000 octets car c'est supérieur au MTU. Donc il faudra diviser le premier fragment en deux fragments. Donc F11 et F12. Premier fragment du fragment 1, deuxième fragment du fragment 2. Donc, pour pouvoir véhiculer 500, un paquet de 500, donc on va avoir un en-tête sur 20 octets et une taille de données sur 480 octets. Donc, c'est possible de prendre 480 car 480 est un multiple de 8. Si ce n'était pas un multiple de 8, on aurait manié le champ de données jusqu'à arriver à un champ de données multiple de 8. Pour le dernier fragment, parfois, on peut avoir un champ de données différent d'un multiple de 8, donc ce n'est pas grave. Juste pour le dernier. Du moment qu'on a pu ici faire transiter 500 octets, ce qui nous reste maintenant, c'est 1500 moins 500. Plutôt on ne prend pas 1500 mais la taille maximale du fragment. Donc 820. Donc ça sera 820 moins 500. Donc 820 moins 500, normalement ça donne 320. Donc il nous reste 320 octets à transporter. Pour ces 320 là, on va ajouter un en-tête. Donc ça sera 20 plus 320. On va donner les détails concernant les champs D et M. Pour le champ déplacement, plutôt pour le flag don't fragment, il sera égal à 0 car c'est un fragment d'un fragment. Même chose pour l'autre. More fragment, ça sera égal à 1, donc il y a un fragment qui suit. Et ici, ça sera égal à 0. Du moment que ce fragment-là, F11, F12, les deux sont les fragments d'un fragment de F1, et donc, après le fragment 1, 2, donc la dernière partie du fragment F1, donc il y aura
le fragment normalement F2. Et donc, le bit là, il sera positionné à 1. Donc il y a d'autres fragments qui suivent. Car ce n'est pas... C'est un fragment d'un fragment. Ce n'est pas un fragment d'un paquet initial. Voilà. Maintenant, on passe au fragment 2. Alors, le fragment numéro 2, il est égal à 700 octets. Du moment qu'on a un MTU qui est égal à 500, donc F2 sera aussi découpé en deux fragments. F de 1, et F de 2. Deuxième partie du deuxième fragment, première partie du deuxième fragment. Donc du moment qu'on a un MTU égal à 500, on va essayer de transporter, donc on prend toujours le max. Donc on va transporter 20 octets sous forme de 500 octets sous forme de 20 plus 480. Et 480 c'est un multiple de 8. Donc maintenant on va calculer ce qui nous reste. Donc au niveau de F2 on avait une taille de 700. Donc 700 moins 500. Donc on a transporté les 500 octets du deuxième fragment qui sont là. Il nous reste 200. Donc ça sera 20 plus 200. On ajoute aux 200 octets restants un en-tête sur 20 octets. On est obligé pour faire en sorte que ce sous-fragment puisse se comporter comme un datagramme indépendant au niveau du réseau. Alors pour les champs don't fragment c'est égal à 0. Ce sont des fragments. Même ici. Pour le more fragment il est égal à 1. Là par contre il sera égal à 0 parce que c'est le dernier fragment c'est le dernier sous-fragment du dernier fragment. Voilà. Donc après fragment F de 2, il n'y a pas. Parce qu'ici on n'a pas un F3. Donc il faut faire attention ici. Donc on a mis 0 au début, mais on s'est rendu compte que la dernière partie du fragment 1, elle est suivie par un deuxième fragment. Et donc, ces 4 fragments font partie du paquet initial P. Ce sont les 1500 octets qu'on est en train de transporter. Et donc pour ces 4 fragments, on aura un champ identification unique. Si on veut maintenant, on peut spécifier le champ déplacement. Donc ici c'est 0 par rapport à la donnée initiale. Ici ça sera égal à 480. Ici ça sera 480 plus 320, donc 800. Et ici ça sera ça sera 800 plus 480. Donc c'est égal à 1280. Donc au niveau du réseau A2, on va recevoir ces 4 fragments. On pourra les ordonner via le champ déplacement pour connaître quel est le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et on saura que le quatrième est le dernier car on a ce bit positionné à 0. Donc il n'y a plus de fragments qui suivent le fragment F de 2. Les 4 fragments, on pourra savoir que ce sont les fragments d'un même paquet car ils auront le champ identification unique. Ils auront le même champ identification car ils font partie du même paquet IP. Et on saura que c'est des fragments aussi car le flag D, il est positionné à 0. Donc on sait que ce sont des fragments d'un paquet initial. Donc voilà pour la réponse à la question numéro 8 qui consiste à donner les différentes étapes lorsqu'on prend en considération un MTU au niveau des réseaux où transite un paquet avec une certaine taille. Donc si on avait une autre taille ici, on aurait d'autres résultats pour l'exercice. Voilà. Donc voici le corrigé du 4e exercice de la deuxième série de TD.